Vincent. Bonjour Yann. Alors tu représentes Affinitech. Qu'est-ce que c'est Affinitech? Affinitech, c'est une société dont je suis le fondateur et c'est une startup qui intervient sur les projets Big Data. On accompagne nos clients dans les 3 grandes phases finalement d'un projet Big Data. C'est le Big Data, quelle est sa finalité et qu'est-ce que moi dans mon organisation je vais pouvoir en faire. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le bon sujet, c'est la data science. Comment est-ce que je vais faire parler les données? Comment est-ce que je vais trouver les bons algorithmes pour créer de la valeur à partir des données? Et puis dernière grande phase, c'est comment je construis des applications et comment j'utilise les ressources qui sont à ma disposition pour faire tourner ces applications. Donc là, c'est typiquement un métier qui tourne autour du cloud. Alors là, on va parler plus spécialement de Web to Store et comment le Big Data peut aider à améliorer le travail en Web to Store. Et d'abord, avec une première expérience que vous avez menée pour améliorer l'engagement avant et pendant la visite en magasin. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? On avait un client qui nous a sollicité, qui nous a dit, bon écoutez, moi j'ai des logs web d'un côté, j'ai de l'activité en magasin, c'est du retail, et je finance des campagnes de pub sur les logs web, sur le web, mais par contre je n'ai aucune idée de leur impact sur les ventes en magasin et dans quelle mesure cette activité qui est très coûteuse sur le web peut être rentabilisée et où est-ce qu'on pourrait l'optimiser. Et donc là, on est typiquement dans un sujet de data science, qui est, on a de la donnée, on essaie de trouver les meilleurs algorithmes pour pouvoir trouver des corrélations. Et donc l'idée là-dedans, ça a été de regarder quelles étaient les catégories d'articles qui étaient assez appétentes au fait d'avoir une promotion sur le web qui crée des visites en magasin et des achats en magasin. Donc on a un tunnel de conversion. Et donc la grande idée, c'était de réussir à faire la jonction entre des choses extrêmement bien traquées qui sont du trafic web, et une chose beaucoup moins bien traquée qui est le trafic en magasin et trouver une liaison. Alors, pour certains de ces clients qui venaient en magasin, on avait des ID de carte de fidélité qui permettaient donc d'avoir d'avoir un suivi de l'individu dans sa visite sur le web et savoir combien de temps après il venait en magasin et est-ce qu'il avait acheté les articles qu'il avait visités sur le web. Donc ça permet d'avoir une identification assez forte. Pour les autres, c'est de la projection de cette identification sur des grandes masses de population, c'est-à-dire que là on n'a pas un individu, on sait par exemple que dans la zone géographique qui est la zone de chalandise d'un magasin par exemple, on a eu beaucoup de visites sur telle catégorie d'articles et que quelques jours après on a une augmentation de l'achat dans ces catégories d'articles. Donc il y a toujours dans ces sujets Big Data une certaine marge de manœuvre, une incertitude qui reste. Alors là, on parle bien de corrélation et pas véritablement de cause à effet. Donc il y a une probabilité pour que ce soit. On a une probabilité. Néanmoins, sur les clients qui sont encartés et donc pour lesquels on a eu une visite sur le web qui était identifié et une visite en magasin, un achat en magasin identifié, pour cela on avait une vraie causalité, puisque là on avait un vrai impact de la visite et de la promotion sur le web d'un article sur l'achat en magasin. Néanmoins, sur la grande masse, effectivement, on ne peut se permettre que juste de dire qu'il y a une probabilité que la projection du comportement de ces clients très fiables qui sont encartés soit valable sur le reste de la population. Alors pour pouvoir faire ça, il faut quand même que j'ai un volume de visite qui soit très conséquent. Je ne peux pas faire ça si je vends 3 oranges au coin de Saint-Lazare. On parle quand même de retailers à l'échelle nationale en termes d'activité. C'est-à-dire que typiquement, on a un volume suffisamment important pour pouvoir écarter les épiphénomènes. On a un volume suffisamment important pour éviter que les effets météorologiques sur des zones localisées puissent avoir un impact, enfin tout ce genre de choses-là. Donc on parle quand même notamment quand c'est du Big Data, souvent quand même de choses où il faut un minimum de données de taille importante pour pouvoir tester les scénarios. Est-ce qu'on peut donner des chiffres et il faut combien de visites journalières pour que ça commence à avoir une signification? J'ai plus du tout idée de la taille de l'échantillon qu'on avait sur ce projet. On parlait quand même de choses où on avait des visites qui étaient en dizaines de milliers par jour, des choses comme ça. Donc des visites très significatives et qui ramenaient à chacun des rayons, notamment spécialisés de ce retailer, amenaient à des volumes assez consistants. Néanmoins, ça aussi, c'est la chose importante, c'est que très vite, il faut écarter les choses qui n'ont aucune appétence et sur lesquelles la zone de certitude est vraiment trop faible. On a des articles pour lesquels il y avait
dans certains cas une corrélation, dans certains cas aucune corrélation, et donc pour cela il faut très rapidement savoir où est-ce que l'on va être, où est-ce qu'on va être fiable dans ce genre de démarche. Alors cette corrélation, elle est pas liée non plus à un lieu, quoi. On peut pas dire les gens qui ont vu cet article vont aller dans le magasin de Bécon-les-Bruyères. Alors ça, on peut imaginer à un moment donné que les gens qui consultent dans une zone de chalandise vont acheter dans la zone de chalandise. Après, les gens sont mobiles, certains vont par exemple consulter chez eux et aller acheter dans le magasin qui est près de leur lieu de travail. Ça, c'est un deuxième phénomène qui peut amener un biais. Ils vont parfois consulter pendant la semaine des articles et le week-end, pendant qu'ils sont à la campagne, aller acheter ces articles. Donc ce sont des biais qui peuvent s'introduire aussi à ce niveau-là. Néanmoins, dans les grandes masses, on arrive à faire un système d'attribution. C'est-à-dire que là, on parle dans le fait de trouver une formule d'attribution de l'effort marketing, de pouvoir trouver sa résultante et pouvoir déterminer derrière, dire ben voilà, si sur telle catégorie de produits j'investis autant, j'ai une probabilité d'avoir un retour sur investissement qui soit celui-là. Et donc on peut commencer à justifier des investissements marketing plus facilement. Alors, deuxième expérience que vous avez menée avec un autre de vos clients, c'est en utilisant le Wi-Fi. Mais pourtant, le Wi-Fi, dans les centres commerciaux, on n'arrive pas à le trouver. Enfin, moi, j'ai pas réussi. En tout cas. Alors, voilà, le Wi-Fi, il a deux facettes. Il a le fait de demander à des gens de se connecter au travers d'un portail pour identifier des gens. Alors ça, c'est sujet, notamment dans notre beau pays, à des restrictions assez fortes d'un point de vue de la CNIL et ainsi de suite par rapport au fait d'utiliser les ID nominatifs. Mais le Wi-Fi, il a une autre vertu, c'est que à chaque fois que votre smartphone, puisqu'aujourd'hui l'essentiel de la population utilise des smartphones, et l'essentiel de la population laisse l'antenne Wi-Fi allumée sur son smartphone quand elle ne l'utilise pas, quand une antenne Wi-Fi d'un smartphone passe à proximité d'une borne Wi-Fi, elle va pinguer cette borne, envoyer son ID, pour essayer de démarrer une transaction avec la borne, pour essayer de s'y connecter. Et quand bien même vous ne vous êtes pas enregistré sur le réseau Wi-Fi de cette borne-là, votre passage sera détecté par la borne. Et donc, par triangulation, en utilisant le signal de plusieurs bornes, on arrive à localiser à quelques mètres près les gens dans un magasin. Et donc, à nouveau, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir commencer à faire des analytiques que l'on faisait sur le web, on va commencer à pouvoir les faire pour les gens, entre guillemets, dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on va commencer à pouvoir identifier un individu, son parcours dans un magasin, et ce parcours, savoir dire, cet individu, il a passé... savoir un individu qui reste anonyme, on va pouvoir savoir qu'il y a un individu qui est revenu plusieurs fois dans le magasin, quand bien même il est anonyme, on va savoir que cet individu a passé X temps devant tel article, devant tel rayon, il a passé autant de temps devant tel autre rayon, et on va aussi pouvoir détecter quels sont les rayons qui drainent un maximum de gens, et réorganiser le magasin de manière à mettre à proximité des rayons qui sont aujourd'hui pas forcément très visités et qui pourtant on voudrait qu'ils soient visités. C'est le même principe que celui qui dans le web fait que l'on met un lien pour emmener le visiteur vers une autre page en pied d'une page qui est extrêmement visitée. Alors pour installer un dispositif comme celui-là, ça doit être quand même relativement lourd. C'est là où on se retrouve effectivement, où là il y a une nécessité de traiter énormément d'informations, d'avoir des chaînes de traitement qui sont complexes parce que le signal est extrêmement bruité, il faut détromper. Typiquement, vous pouvez avoir des gens que vous imaginez être dans une situation et parce qu'il y a une distorsion du signal, ils sont quelques mètres à côté. Donc il y a beaucoup de travail de calibrage au départ pour pouvoir calibrer ce signal Wi-Fi et savoir de quelle manière il faut l'utiliser. Et puis, deuxième chose, il y a des chaînes de traitement qui sont assez lourdes et c'est là où l'utilisation du cloud, je disais tout à l'heure en introduction que le cloud est l'un de nos outils favoris pour traiter des big data. Là, on a des chaînes de traitement qui acquièrent les données dans le cloud et qui les restituent à la fin comme des informations qui peuvent être présentées de manière géographique, de manière topologique sur le magasin. Néanmoins, on est avec des volumes de données très importants puisque chaque visiteur, on a un nombre de points de passage important puisque tous les 2-3 mètres, on a une trace du visiteur. Alors, si on ne veut pas rentrer dans ce genre de projet, il reste encore une solution, c'est le beacon. Alors, le beacon, lui, il est, je dirais presque qu'il pourrait être complémentaire. C'est-à-dire qu'autant sur le Wi-Fi, on a de l'individu non identifié,
puisqu'on a juste une adresse MAC d'un téléphone portable, alors qu'avec le beacon, on a un dispositif qui, quand un téléphone va s'approcher du beacon en question, ce beacon va déclencher une application et va déclencher une action que l'on souhaite avoir sur une application qui a été installée au préalable dans le téléphone. Et donc, l'intérêt de ce beacon, il est de pouvoir faire que quand un individu rentre dans une zone, dans un magasin, rentre au niveau d'un rayon, on puisse alerter le rayon en question de la présence d'un individu dont on connaît tout, puisque sur son téléphone, il y aura évidemment un profil qui sera identifié, qui sera enregistré. Et à ce moment-là, on arrive à des scénarios qui peuvent aller jusqu'à la personnalisation de l'interaction avec l'individu en utilisant par exemple un moteur de recommandation. Je crois que c'est Burberry qui aujourd'hui utilise ce genre de choses-là et qui fait que les vendeurs Burberry, quand quelqu'un rentre dans le magasin, ont sur une tablette les différents articles qui seraient les meilleures ventes additionnelles pour le client en question, parce que le client a pu être identifié grâce à cette typologie de technologie. Alors là, on parle de Burberry, on parle souvent de Burberry d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des retailers, des distributeurs qui ont véritablement utilisé, mis en œuvre ces solutions, ou est-ce que c'est juste des preuves de concept? Aujourd'hui, on sait qu'il y a toujours beaucoup de nombreux retailers sont dans l'incubation de technologies pour faire des tests sur des choses actives, pour détecter le comportement des individus devant les rayons. Ils ont des POC qui sont faits dans de nombreuses choses. On n'a pas aujourd'hui connaissance de choses qui sont en voie de mise en production sur cette interaction en magasin. Je crois que Darty est assez avancé sur le sujet, où ils ont essayé de faire justement de faire du lien entre leur activité internet et leur activité en magasin, ce qui d'ailleurs ils font très bien, je crois, et avec aussi de l'interaction assez forte sur ce qui se passe en magasin pour pouvoir emmener du comportement internet dans le magasin. Après, j'ai pas connaissance d'autres histoires sur ce sujet aujourd'hui, quoi. Donc le Web2Store, c'est une histoire qui ne fait que débuter et qui sera certainement, qui verra des développements dans le futur, mais aujourd'hui on est encore dans les balbutiements. Ouais, je pense fondamentalement que c'est, on en a beaucoup parlé, il y a eu pas mal de choses qui ont été montrées lors de la NRF cette année, et je pense que dans les années à venir, c'est quelque chose sur lequel on va nécessairement avoir, puisque les scénarios d'engagement entre les clients et les commerçants peuvent vraiment se faire au travers de ce type de technologie, quoi. Et on va pouvoir commencer à porter le unfair advantage du commerce sur Internet, du commerce connecté, on va pouvoir le porter dans le magasin qu'au prix de l'adoption de ce type de technologie.